Bienvenue à tous et à toutes pour ce second webinaire organisé par le réseau Maladies Rares sur le thème « Bien remplir son dossier MDPH pour sa maladie rare ». On vous remercie pour vos nombreuses inscriptions. Donc, je suis Virginia Lengry, assistante sociale au réseau Maladies Rares, et nous avons préparé ce webinaire sur le dossier MDPH avec Sixtine Jardet, donc qui est chef de projet pour les maladies rares et à Centre social de formation. Voilà, on est ravis de cette collaboration avec Sixtine et on trouvait très intéressant de pouvoir aborder cette thématique du dossier MDPH avec ce format à distance, car l'aide au dossier est une demande qui nous est souvent faite au réseau. Donc, on voit que vous partagez aussi cet intérêt avec nous, car vous êtes quand même 100 personnes à être inscrites et vous êtes à peu près un tiers de patients, un tiers d'aidants et d'associations et un tiers de professionnels. Donc, pour les professionnels, en fait, vous venez de différents secteurs, du médical, du paramédical, du médico-social et du social. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Sixtine pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Sixtine Jardet. Je travaille depuis plus de 15 ans dans le champ des maladies rares. J'ai travaillé en tant qu'assistante sociale dans un hôpital pédiatrique. Et de 2015 à 2020, j'ai coordonné une expérimentation qui avait pour but d'améliorer la qualité de vie des enfants atteints de maladies rares. Cette expérimentation, elle s'est déroulée à l'hôpital Necker Enfants Malades en partenariat avec la Fondation Groupama. Et ça a permis d'élaborer différents outils pour les personnes atteintes de maladies rares, mais aussi pour les assistants sociaux, pour mieux accompagner la personne et en particulier l'enfant atteint de maladies rares. J'ai participé à l'élaboration du 3e plan national maladies rares en 2018 et je suis très investie aussi également bénévolement dans l'associatif. Je laisse Virginie vous présenter les missions du réseau Maladies Rares Méditerranée. Alors oui, merci Sixtine. Alors je vais vous faire une toute petite présentation rapide du réseau Maladies Rares. Alors le réseau de santé Maladies Rares est en fait un réseau régional donc, qui a été créé en 2009 à l'initiative du professeur Sarda qui était responsable du service de génétique au CHU de Montpellier. Et il y avait également le soutien de l'Alliance Maladies Rares. Initialement, il s'adressait essentiellement donc, aux personnes atteintes d'anomalies du développement sur le territoire du Languedoc-Roussillon. Et du coup, après, par la suite, on s'est élargi à l'ensemble des maladies rares, donc en 2016. Et là, actuellement, on est en train de se déployer sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc, par rapport à nos missions principales, l'équipe du réseau intervient dans l'optique de réduire l'errance de diagnostic et de parcours des personnes atteintes de maladies rares. On favorise aussi l'accès à l'information et à l'orientation pour les patients et pour les professionnels. Et on a aussi la mission de formation et de sensibilisation des professionnels au parcours des patients atteints de maladies rares. Voilà, donc on aide à la connaissance des centres experts maladies rares et à la continuité du lien ville-hôpital. Et on apporte aussi un appui à la prise en charge des personnes voilà, dans le cadre de leur parcours de vie, de soins et l'accès aux droits. Donc, on est une petite structure associative financée par l'Agence régionale de santé Occitanie. Et l'équipe du réseau se compose de 8 personnes. Voilà, donc je ne vais pas plus m'étaler sur le réseau, mais en tout cas, si vous souhaitez plus de précisions ou d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un formulaire en ligne sur le site internet du réseau. Voilà, donc je vais maintenant redonner la parole à Sixtine qui va pouvoir enchaîner sur le programme du webinaire. Voilà, alors au programme, je vais tout d'abord vous parler des spécificités de la maladie rare dans le parcours de vie. Ça nous semblait important de distinguer le parcours de vie d'une personne atteinte de maladie rare vis-à-vis d'une personne qui est atteinte d'une maladie chronique connue. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, où trouver le dossier MDPH, comment on l'envoie, et puis ce que peut proposer la MDPH, c'est-à-dire en termes de prestations, d'allocations, d'orientation. Ensuite, on verra une partie qui est très importante dans ce dossier, c'est la partie certificat médical. Et puis ensuite, tout le formulaire, le dossier en temps, voilà, il y a des choses importantes à ne pas oublier à mettre dans le dossier. Et puis, il y a un formulaire complémentaire spécifique à la maladie rare que l'on verra aussi. Et puis, tout le parcours du dossier.
c'est-à-dire toute l'équipe pluridisciplinaire, le plan personnalisé de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Et pour finir, je vous parlerai du recours et des contestations possibles face à une réponse qui pourrait être défavorable de la part de la MDPH. Alors, d'abord, je vous présente les spécificités des maladies rares. Alors, j'ai mis les spécificités, donc 4 éléments, 4 problématiques qui sont très récurrentes dans le parcours de vie d'une personne atteinte de maladies rares. Je l'ai fait sur cette infographie que je trouvais bien faite, qui avait été faite à l'époque par le magazine Déclic, un magazine pour les parents d'enfants en situation de handicap. On voit tout le parcours, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la fin de la vie, le parcours semé d'embûches pour la personne en situation de handicap. Et donc, 4 problématiques. Alors, toutes les personnes atteintes de maladies rares ne sont pas confrontées, heureusement, à ces problématiques, mais elles sont quand même très, très récurrentes. Et je trouve important de vous en parler. Alors d'abord, il y a l'errance de diagnostic qui est en moyenne de 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup. Alors, ça dépend des situations. Il y a des enfants, des bébés qui naissent avec déjà un diagnostic. Et puis après, il y a des personnes qui, jusqu'à la fin de leur vie, cherchent le diagnostic. Ça peut être très, très long parce que les symptômes sont souvent banalisés. Le temps des rendez-vous, des examens, etc. prend du temps. Et du coup, ce retard, cette errance de diagnostic, elle engendre un retard dans le recours au dispositif d'aide. Par exemple, faire le dossier MDPH. C'est vrai que toute l'énergie va être focalisée sur le fait de trouver ce diagnostic et pas sur le dossier MDPH, ce que l'on comprend. Mais ça engendre des difficultés. Je finirai par cette première problématique par une citation de Roland Barthes, le philosophe, qui disait « Nommer, c'est apaiser ». Ensuite, la deuxième chose, c'est la méconnaissance. Le parcours d'une personne atteinte de maladie rare, c'est une expérience singulière, subjective, peu compréhensive par l'entourage. Et on le sait parce que les noms souvent sont difficiles. Rien que le nom de la maladie est compliqué. Quand on parle de délétion 22q11, je sais pas, syndrome de Marfan, syndrome de Rett, Prader-Willi, c'est vrai que c'est des noms qui sont pas ou peu connus dans la société. Donc il n'y a pas de représentation collective. C'est-à-dire que quand on parle de diabète ou de trisomie 21, on a une image, on sait les conséquences un petit peu sur le quotidien, mais sur les maladies rares, la plupart, on ne les connaît pas. Et donc, il faut toujours expliquer à l'entourage, à son employeur, à l'école, ce qu'est la maladie. Ce vécu, il peut être excluant et même désocialisant. C'est pour ça aussi peut-être qu'on trouve autant d'associations en lien avec toutes les maladies rares. D'ailleurs, il y a un collectif qui regroupe la plupart des associations. Plus de 200 associations sont regroupées au collectif l'Alliance Maladies Rares, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet. Et d'après l'Observatoire des maladies rares Infoservice, ils disent, alors du coup, ouvrez les guillemets, la rareté, l'hétérogénéité, l'étrangeté de ces maladies confrontent toutes les familles à un parcours du combattant. Pardon. Ensuite, je vais vous parler de l'éloignement géographique, qui est un point important aussi. Alors, quand je parle de éloignement géographique, c'est par rapport au maillage territorial. On a la chance en France d'avoir des centres de référence, des centres experts autour d'un type de maladie. Alors, je dis c'est une chance d'avoir ces centres, mais ça complique aussi le quotidien. Je parle de chance parce qu'en Allemagne, en Italie, ce n'est pas le cas. Et la maladie, elle ne répond pas au schéma habituel, à un parcours commun. Donc, quand on est pris en charge dans son hôpital de proximité ou par le médecin généraliste, après, on est orienté vers des spécialistes qui ne sont pas forcément à côté de chez soi. Donc, on peut aller voir un spécialiste à Strasbourg, un spécialiste
spécialiste à Rennes. C'est compliqué du coup d'organiser tout ça et la personne ou le parent de l'enfant malade va devenir coordonnateur. Donc c'est un gros travail de coordination de tous ces professionnels. Il y a aussi les professionnels libéraux qui sont près du domicile, qui interviennent à la maison. Il y a l'hôpital de proximité, ce centre expert de référence, qui peut-être, il y en a même plusieurs, hein, il y a plusieurs spécialistes. Donc tout ça, il faut coordonner et cet éloignement, elle facilite clairement pas les échanges. Ensuite, quand on regarde un petit peu cette infographie, on voit Shiva, donc c'est l'adaptation et les rythmes soutenus. Souvent, il y a des hospitalisations programmées, mais il y en a aussi des non programmées. La maladie rare, elle est confrontée à l'absence de possibilités thérapeutiques curatives. On peut y être confronté toute sa vie. Et donc, on voit un petit peu, en bas de cette infographie, dans la tête de la personne malade qui vit au jour le jour. Alors, il y a les rouages un peu qui se mettent là au fur et à mesure de la personne qui vieillit, mais il y a toujours des questions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tellement quelle est l'évolution, comment ça va s'organiser, comme je vous disais, les hospitalisations programmées, non programmées, etc. C'est très difficile de se projeter. Donc voilà, donc ces 4 éléments, ces 4 problématiques, elles sont assez récurrentes dans le parcours de vie des personnes atteintes de maladies rares et on trouvait intéressant de vous les transmettre avant de rentrer vraiment dans le sujet, le dossier MDPH. C'est quelque chose d'important qui peut aussi être écrit dans le dossier MDPH. Hein, ces éléments-là, ils sont importants à indiquer. Donc, comme je le disais, elles sont courantes, hein, ces problématiques, mais évidemment, toutes les personnes ne sont pas heureusement touchées par ces difficultés-là. Donc voilà, donc les spécificités des maladies rares. Errance de diagnostic, méconnaissance, éloignement géographique et rythme soutenu. Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Où trouver le dossier MDPH? Alors d'abord, à la MDPH, c'est ce qu'il y a de plus simple, maison départementale des personnes handicapées, ou la maison de l'autonomie. Maison de l'autonomie, il regroupe les personnes handicapées et les personnes âgées. Donc ça dépend de votre département. On peut le trouver sur Internet, hein, sur le site de la MDPH, sur le site du conseil départemental, ça dépend. Sur le site de la CNSA, CNSA, c'est la Caisse Caisse nationale des solidarités pour l'autonomie. Il regroupe toutes les MDPH de France. Et puis, le site du service public. On vous enverra les liens suite à ce webinaire par mail. On vous enverra tous les liens qu'on vous communique là au fur et à mesure. Ensuite, vous l'envoyez en recommandé. C'est important de l'envoyer en recommandé pour avoir une trace. Il peut toujours se perdre. Vous, ça vous permet aussi d'avoir la date de l'envoi, donc c'est important. Si jamais vous le déposez à la MDPH directement, vous pouvez demander un document qui stipule à quelle date vous l'avez déposé. C'est important d'avoir cette date déjà pour avoir une trace, mais aussi pour vous, vous dire, bon, bah voilà, là, j'ai fait cette demande à telle date. Pour le renouvellement, il faut y penser 4 à 6 mois avant, donc c'est important. Et aussi peut-être se dire, ah bah tiens, quand est-ce que je l'ai envoyé? Parce que on a forcément beaucoup de choses en tête. Quand est-ce que je l'ai envoyé? Bah oui, là, ça fait 2-3 mois où il en est et de vérifier où il en est pour passer un petit coup de téléphone à la MDPH, par exemple. Souvent, je conseille de le mettre sur son frigo, comme ça on est sûr de ne pas le perdre et d'avoir cette date qui est très importante parce que c'est aussi la date du début des droits, allocation, orientation, prestation. Ensuite, la MDPH, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'elle peut proposer, parce qu'elle propose beaucoup de choses et puis il y a des FALC faciles à lire et à comprendre sur les sites de MDPH qui sont très bien faits. Donc voilà, et sur le site du réseau aussi, il y a des fiches. Donc la MDPH, elle peut proposer des orientations sur tout ce qui est scolarité, mais aussi l'emploi. Des prestations, des allocations pour l'adulte, pour l'enfant, des cartes mobilité inclusion, carte stationnement, carte d'invalidité, et puis des formations spécialisées, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par exemple. Voilà. Je vous invite à aller voir sur les sites de la MDPH ou de la CNSA également.
Alors, la partie certificat médical, on a souhaité commencer par ce document-là parce qu'il est très important pour les maladies rares. Parce que bah voilà, une maladie qui est connue, ça va peut-être pas être la partie la plus importante, mais pour la maladie rare, si, parce que le médecin de la MDPH ne connaît pas toutes les maladies rares, hein. Il y en a presque 8000 qui sont recensées, donc c'est énorme. Même tous les médecins, même je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui connaisse toutes les maladies rares. Donc c'est une partie vraiment importante, même pour le renouvellement. Parce que l'état de santé peut ne pas évoluer, mais les besoins ont changé. Donc, il faut toujours le compléter. Vous pouvez y ajouter des bilans des spécialistes, des comptes rendus médicaux. Après, il ne faut pas trop en mettre non plus parce que tout ne va pas être lu. Il ne faut pas mettre le bilan sanguin, les radios, etc. Mais c'est quand même important de mettre certains bilans qui vous semblent importants sur le parcours de votre maladie au niveau médical. Il y a des fiches focus qui ont été faites par Orphanet qui est très bien élaborée. C'est une source sûre en plus. Vous pouvez retrouver sur le site Orphanet. Sinon, vous pouvez retrouver aussi les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, ce qu'on appelle les PNDS, qui ont été élaborés, écrits par des spécialistes pour les médecins généralistes. Donc, ça peut être intéressant de le rajouter. Et puis, c'est bien aussi quand le médecin peut mettre peut-être à la fin, dans commentaire, un petit peu ce dont a besoin la personne. Ça peut être un plus. Et puis ensuite, vous pouvez mettre aussi les guides pratiques du réseau maladies rares qui sont sur le site du réseau. Alors vous allez sur le site et puis il y a la partie maladies rares, l'encart, nos guides pratiques. Vous allez dessus. Alors là, j'ai fait une photo d'écran, donc on voit ostéogénose imparfaite, mais il y a de nombreuses maladies qui sont recensées avec vraiment des détails sur le diagnostic, sur la scolarisation, l'accès aux droits, l'association en lien avec cette maladie, et puis les caractéristiques aussi médicales, donc ce qui est intéressant pour le certificat médical. En tout cas, vous pouvez le rajouter. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent, c'est rempli par... Alors, c'est peut-être mieux que ça soit rempli par le spécialiste, mais c'est jamais évident parce que le spécialiste, quelquefois, on peut le voir tous les 2 ans. Et quelquefois, on a 1 heure, même pas. Enfin, voilà, et il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'échange qui est important. Et c'est vrai que le certificat médical, on ne le donne pas forcément en début de consultation, on le donne à la fin. Si vous pouvez demander une consultation dédiée au remplissage de certificat médical, c'est parfait. Ce n'est pas toujours possible, mais si autant que vous pouvez, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis sinon, bah, c'est le médecin généraliste s'il connaît bien la maladie, il n'y a aucun problème, que ce soit le médecin généraliste qui le remplisse. Vous pouvez y rajouter un bilan, un compte rendu d'un spécialiste en plus. Alors, donc pour ce qui est du dossier, vous pouvez le remplir également sur un PDF Rider. Vous l'enregistrez puis vous le remplissez en ligne, ce qui vous permet aussi de faciliter le renouvellement. Au moment du renouvellement, il y a juste quelques petites choses à changer et donc ça peut être un plus. Ça vous permet d'avoir une copie aussi et d'éviter la photocopie. Ce que souvent on propose au réseau, c'est vraiment de noter maladies rares en gros, en gras, surligné en rouge sur la page de garde, maladies rares. Vous pouvez y ajouter un détail, enfin la maladie rare, est-ce que c'est ophtalmo, est-ce que neurodégénératif, polyhandicap, etc., sans mettre le nom de la maladie. Vous pouvez... Alors, il y a le numéro de dossier en bas de cette page qui est important parce que si vous changez de département, si vous déménagez, ça sera toujours le même numéro de dossier. J'ai retrouvé sur la MDPH du département du 31 un lien qui permet de voir où en est son dossier. Alors, ça dépend des départements. Il y en a qui font ça. Tout est en lien. Donc, vous voyez à quel moment il passe en commission, quand est-ce qu'il est enregistré, les notifications, etc. C'est assez bien fait. Donc, à vérifier auprès de votre département s'ils le font. Ensuite, bon, il y a tout ce qui est identité, autorité parentale, etc.
Vous pouvez noter le référent, donc c'est à la partie A3, le référent, le travailleur social qui connaît votre situation. Ça peut être intéressant, ça peut être un plus parce que si la MDPH a des questions, il peut aussi alors vous appeler, mais aussi appeler le travailleur social qui vous connaît pour expliquer la maladie, les conséquences surtout. Alors il y a tout ce qui est la procédure simplifiée. Alors ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat. Si vous cochez cette case, vous allez sauter des étapes en fait dans le parcours du dossier. Et c'est toujours un petit peu embêtant parce que le dossier va passer directement à l'étape finale, c'est-à-dire la CDAPH, la Commission départementale de l'autonomie pour les personnes handicapées. Et quelquefois, on a des surprises. On a eu des surprises sur la réponse avec moins de droits, etc. Alors, vous recevez la réponse très rapidement, mais peut-être qu'il peut y avoir des surprises et ça donne une option en moins si on n'est pas d'accord avec ce que propose la MDPH. Donc, la plupart du temps, on ne le conseille pas forcément. Voilà, votre vie quotidienne. Alors, il y a des choses comme ça, là, je vois, vous vivez seul, en couple, avec vos parents, avec vos enfants. Ça peut paraître simple, mais en fait, quand on est parent de l'enfant à qui on demande une allocation, une prestation, on se dit: «Mais attendez, il vit avec ses parents, mais c'est le parent qui remplit, c'est lui le majeur, il vit aussi avec ses enfants». Donc on ne sait jamais trop quoi remplir à ce moment-là, donc vous pouvez le noter. On peut préciser la composition de la famille ou expliquer. Il faut savoir que c'est vraiment des humains qui regardent ce dossier et donc s'ils ne comprennent pas, ils peuvent vous téléphoner, vous appeler. Si vous faites une erreur, c'est pas grave et si vous voulez vraiment préciser des choses, vous le mettez, vous rajoutez une feuille, etc. Alors là, il y a la partie voilà, les frais importants liés au handicap. Alors souvent, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, surtout dans les maladies rares. Il peut y avoir l'essence, les transports, parce que justement, il faut aller au centre expert, centre de référence. Et si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez ajouter une feuille en mettant B1, parce que c'est la partie B1, avec frais engagés, parce que là, il n'y a que trois lignes et quelquefois, ce n'est pas suffisant. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter une feuille en plus pour y mettre tous les frais engagés. Juste au-dessus, j'oubliais, faut écrire clairement ce dont vous avez besoin. Si c'est un fauteuil roulant, faut le noter. Ils vous le proposeront pas. Ils vont pas vous dire: «Bah tiens, cette personne, elle aurait peut-être besoin de ça, elle l'a pas demandé». Non. En fait, c'est vraiment sur dossier. Donc si c'est pas coché, ils vont pas vous le proposer. Enfin, la plupart du temps, ils vont pas vous le proposer. Donc c'est important vraiment de pas hésiter à cocher, tous les besoins dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est ce que je mettais. Qu'attendez-vous de la MDPH? N'hésitez pas à cocher ce que vous souhaitez. Alors, ensuite, il y a cette partie-là qui permet d'éclairer la commission sur votre situation au quotidien. Donc, c'est aussi une partie importante à transmettre à la MDPH. Je vais vous montrer le tutoriel que j'avais fait durant l'expérimentation. C'est une petite vidéo de 4 minutes qui était vraiment faite pour les enfants, mais qui peut aussi donner des idées sur l'adulte, sur la situation et les éléments qu'il faut mettre sur cette partie quand même, parce qu'il y a pas mal de lignes à mettre et c'est vrai que quelquefois on se demande ce qu'on peut mettre et ce qui est important de transmettre à la MDPH. Ça permet aussi de prendre du recul un peu sur sa situation, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne pense pas. On se dit: «Bah tiens, je le fais tous les jours, je ne me rends pas compte» et donc je vais vous montrer, cette vidéo. Alors attendez, est-ce que vous le voyez? Je ne suis pas sûre. Hop.
Je pense que vous le voyez, tu peux me dire, Virginie? Votre enfant est porteur d'une maladie rare? Cette maladie entraîne un handicap et des conséquences sur la vie quotidienne de votre famille. Pour cela, vous vous êtes procuré un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, ou sur leur site internet. Ce dossier va vous permettre d'obtenir les aides, aménagements et orientations dans votre quotidien et celui de votre enfant. Dans ce dossier, il est important de bien remplir la partie projet de vie pour recevoir l'aide appropriée. La Commission des droits et de l'autonomie se réunit pour analyser votre situation. Parmi ses membres, il y a des représentants associatifs. Toutes les MDPH utilisent le même guide d'évaluation. Votre projet de vie peut s'articuler autour de 4 grands thèmes. Les frais liés à la maladie, votre activité professionnelle, le quotidien à la maison et à l'école. Quels sont les frais non remboursés liés à la maladie? Votre enfant doit-il consulter des professionnels de santé spécialisés? Avez-vous eu besoin de formations spécifiques, comme la langue des signes française ou le macathon? Votre enfant prend-il des médicaments ou a-t-il besoin de matériel, compresses, protection, non remboursés? Envisagez-vous des dépenses indispensables, comme l'acquisition d'une voiture adaptée? Un séjour de répit pour votre enfant? Il est possible que votre enfant se tâche ou use plus souvent ses vêtements. Ces petits incidents peuvent être à l'origine de lessive ou d'achat de vêtements plus fréquents. Et concernant votre logement, avez-vous besoin de le réaménager? N'oubliez pas d'ajouter vos devis. Durant l'hospitalisation de votre enfant, vous avez eu des frais de transport importants? Ou avez-vous dû prendre un hébergement non pris en charge par la mutuelle? N'oubliez pas, là aussi, de l'indiquer et de joindre les factures. Quel est l'impact sur votre activité professionnelle? Votre enfant n'est pas accueilli en collectivité et vous devez embaucher quelqu'un pour s'occuper de lui? Vous devez diminuer ou stopper votre temps de travail? Ou encore changer de profession pour s'adapter à votre nouvelle organisation familiale? Devez-vous effectuer des longs trajets pour vous rendre chez les spécialistes ou participer à des recherches cliniques? Le temps consacré à l'hygiène de votre maison est-il particulièrement important? Quel est le temps consacré aux soins de votre enfant, le jour et la nuit? Les soins et les difficultés dues à la maladie altèrent-ils votre sommeil et votre efficacité au travail? N'hésitez pas à le mentionner. Quelles sont les conséquences au quotidien à la maison? Votre enfant est-il alité? Est-il assisté lors de son alimentation? Il est possible qu'il ait un régime spécifique et que certains aliments lui soient interdits. Ou pas? Ce régime l'empêche-t-il de manger à la cantine? Devez-vous le freiner ou l'inciter dans son alimentation? Le temps consacré à la prise des repas est-il particulièrement important? Devez-vous être vigilant pour que votre enfant ne se mette pas en danger? Quelles sont ses incapacités? Se tient-il debout de façon autonome? Doit-il être assisté lors de ses déplacements? Transfert, lever, coucher? Rencontre-t-il des difficultés en ce qui concerne la motricité fine? Quelles sont les conséquences de la pathologie à l'école? Votre enfant a-t-il besoin d'un soutien scolaire? Il peut être accompagné par un AESH, intégrer une classe Ulysse à petit effectif, ou encore fréquenter un établissement spécialisé ou un IME. Votre enfant a-t-il besoin d'un aménagement scolaire, comme du temps supplémentaire pendant les examens? A-t-il besoin d'outils spécifiques pour communiquer, comme un logiciel adapté, des supports de communication? Doit-il se rendre particulièrement souvent aux toilettes et doit-il être aidé? Sait-il s'orienter dans le temps, dans l'espace? Maîtrise-t-il son comportement face aux autres? Ou a-t-il des comportements inadaptés? Et maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des justificatifs et factures, n'oubliez pas de les joindre au dossier. Vous pouvez également le compléter en y ajoutant les devis, bilans médicaux, fiches orphanettes ou encore les documents de vos associations. Vous pouvez aussi résumer une semaine type sous forme de tableau pour aider la commission à mieux comprendre votre quotidien. Ne restez pas seul, vous pouvez vous faire aider pour remplir le dossier par des assistants sociaux, qu'ils soient à l'hôpital, à la MDPH, en IME, au CAMS ou encore au CESAD. Vos souhaits peuvent changer. Le renouvellement de la demande peut permettre d'adapter vos besoins. Votre démarche n'est pas gravée dans le marbre, mais réévaluée tous les ans. Voilà.
Donc, ça donne une idée un petit peu de ce qu'on peut mettre dans cette partie-là. Je suis consciente qu'en 4 minutes, ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce tuto. Donc, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Hein. Vous mettez projet de vie, comment bien remplir, bien exprimer son projet de vie. Vous pouvez le retrouver. On vous enverra le lien. Et puis, on vous enverra aussi une partie, le PDF en fait, de la vidéo. Ça vous permet d'avoir toute la liste de ce qui a été évoqué. Je vous disais que c'était important parce que cette partie projet de vie est aussi bien démontrer ce dont vous avez besoin. Je vous donne un exemple. L'autre jour, il y avait un dossier d'une personne qui avait demandé une RQTH, une reconnaissance de qualité en tant que travailleur handicapé. Mais dans son projet de vie, il avait mis que c'était important son travail, mais que la problématique, c'était les transports. Mais il n'avait pas demandé une carte mobilité inclusion avec la carte priorité, carte stationnement, etc. Donc, ça ne lui a pas été donné. Mais c'est vrai qu'il faut mettre ce dont on a besoin, sa situation actuelle pour éclairer la commission, pour dire un petit peu comment on s'organise le quotidien, mais aussi de bien mettre tout ce dont on a besoin dans le dossier. Voilà, donc là, c'était sur la partie projet de vie. Après, bon, il y a situation scolaire, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les items parce que c'est assez long et j'ai voulu vous montrer vraiment les parties qui me semblaient importantes et qu'il ne fallait pas négliger dans le dossier. Alors ensuite, oui, il y a cette partie formulaire spécifique qui a été réalisée par les filières de santé maladies rares en France. Donc, ils sont retrouvés avec les MDPH, la CNSA, pour élaborer un formulaire spécifique en plus du dossier que tout le monde a. Et donc, c'est un formulaire que l'on retrouve en ligne, qu'on vous enverra aussi, qui peut être en plus du dossier. Alors, ça fait beaucoup de documents, ça on en est conscient, mais au moins ça donne tous les éléments et puis il y aura peut-être qu'une fois à le faire et pas de faire des contester ou refaire une demande parce que ça ne correspond pas. Donc, vous pouvez retrouver ce formulaire, vous pouvez remplir, il y a pas mal de cases à cocher, pas forcément à rédiger. C'est en cours d'expérimentation, donc ça se termine en décembre de cette année, mais ça sera probablement reconduit ou en tout cas réévalué pour voir si ça fonctionne bien auprès de toutes les MDPH. Donc vous pouvez l'ajouter au dossier. Alors, on va ensuite voir le parcours du dossier MDPH. Là, on voit un labyrinthe. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Il y a beaucoup d'éléments à connaître. C'est important de les connaître, les étapes, parce que vous allez être contacté au fur et à mesure, peut-être, probablement. Donc, on va les voir en détail. Là, c'est une vue d'ensemble. Donc, vous déposez le dossier. Il y a un enregistrement. Jusque-là, tout va bien. Et puis, on va voir un petit peu, parce que votre dossier va être évalué par une équipe pluridisciplinaire. Donc, on va voir un petit peu en détail cette équipe, de qui elle est composée, comment elle s'organise. Cette équipe va vous proposer un plan, un projet personnalisé de compensation, ce qui va vous orienter, proposer comme prestation. Ensuite, il y a une décision qui va être en commission et ensuite une notification. Donc ça, voilà, c'est vraiment la vue d'ensemble. Donc, déposer, enregistrer, bon, ça, tout va bien. Et puis, on va passer tout de suite à l'étape 3, évaluation par l'équipe pluridisciplinaire. Donc, l'équipe pluridisciplinaire, elle évalue la situation dans sa globalité. Il y a une équipe pluridisciplinaire enfant, une équipe pluridisciplinaire adulte. Il y a souvent beaucoup des médecins, des paramédicaux, des infirmiers, ergothérapeutes, des personnes du domaine du travail, des assistants sociaux, ça peut être des psychologues du travail également. Ils se réunissent pour étudier votre demande. Si votre demande elle concerne la scolarité, ils vont être vigilants qu'il y ait une personne qui connaît l'environnement scolaire, comme un enseignant référent par exemple. Pareil pour l'emploi. Il y aura un référent handicap par exemple, ou en tout cas une personne qui est capable de se positionner sur la question du travail. Si c'est la prestation de compensation, il y aura probablement un ergothérapeute. Voilà. Et il se base sur le dossier administratif, le projet de vie et le certificat médical.
Donc, ils ont des barèmes, par exemple, pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation d'adulte handicapé. Et ils vont proposer une allocation de base avec ses compléments en fonction de la situation. Ensuite, quand l'équipe s'est réunie, elle va proposer le PPC, le plan personnalisé de compensation. Donc, vous allez le recevoir, ce PPC. Et quand je vous disais procédure simplifiée, hein, à pas forcément cocher, ça, vous n'allez pas le recevoir. Le dossier ne va pas passer par cette étape-là. Il va passer directement à la fin à la commission CDAPH. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était important de ne pas forcément cocher cette partie pour la procédure simplifiée. Dans le plan personnalisé, alors là, j'ai mis des articles, hein, mais vous allez recevoir un document avec toutes les demandes que vous avez faites. Si vous avez fait une demande d'allocation, une carte priorité, une carte mobilité inclusion, vous devez avoir ce dont vous avez demandé, hein, et à côté, refus ou accord. S'il y a un refus, il doit être marqué pourquoi. Et s'il y a un accord, il doit y avoir les dates. À partir de quand vous allez avoir cette orientation, cette prestation, et jusqu'à quand. Donc, il faut être vraiment vigilant à ces dates-là pour le renouvellement. Si ça ne correspond pas à votre souhait et vous dites que non, ce n'est pas du tout ça, j'avais demandé ça et il ne me donne pas ça, etc. Vous avez 15 jours pour faire un recours. Donc, bon, c'est très rapide, hein, c'est très rapide pour faire un recours parce que 15 jours, il faut récupérer pas mal d'informations en plus de ce que vous avez déjà donné sur le premier dossier. Vous pouvez contacter les travailleurs sociaux, l'assistance sociale que vous connaissez ou pas, qui peut vous aider à constituer le dossier complémentaire. Enfin, ce n'est pas un dossier complémentaire, mais fournir des éléments complémentaires à la première demande pour dire bah, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, ça ne me paraît pas adapté par rapport à ma situation, etc. Vous complétez la demande et puis ensuite vous pouvez répondre. Alors souvent vous pouvez répondre par mail. Le gestionnaire vous donne le mail, comme 15 jours c'est court, bah, c'est plus rapide d'envoyer les documents et votre contestation par mail. Là, quand on arrive sur le PPC, sur le fait que l'avis soit défavorable, etc., on est à peu près à 4 mois. Le deuxième, troisième mois après le dépôt, ça passe en commission et puis après en équipe pluridisciplinaire. Donc, on est à peu près à 4 mois. Ensuite, quand vous avez contesté, ça repasse en équipe pluridisciplinaire. Et puis ensuite, vous recevez un nouveau PPC. Quand le PPC a été acté, votre dossier va passer en CDAPH. Donc là, en CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Alors, il y a beaucoup de monde. Il y a des représentants du département, des services des établissements publics de l'État, des organismes de protection sociale, CPAM, CAF, etc., des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves, et pour au moins un tiers de ces membres, des représentants des personnes handicapées de leur famille. Désignés par des associations, des membres du conseil départemental, des représentants des organismes gestionnaires d'établissements. Vous pouvez demander à assister à la commission, c'est possible, même si les dossiers passent assez rapidement. Ce n'est pas comme en équipe pluridisciplinaire, mais là, ça passe assez rapidement. Si jamais vous connaissez l'association qui siège ce jour-là, quand votre dossier va passer, vous pouvez contacter peut-être l'association pour qu'ils puissent débattre un petit peu autour de votre situation, qu'ils puissent un petit peu défendre votre situation à ce moment-là. Donc, souvent, c'est des grosses associations qui siègent, il y a l'APF, l'ADAPI, etc. Donc, vous pouvez aller voir, demander à MDPH quelles sont les associations qui représentent. Alors, malheureusement, il n'y a pas forcément d'associations maladies rares, mais les autres associations, et vous pouvez sensibiliser cette association sur votre situation. Voilà, donc là, c'est la dernière étape. Et ensuite, vous recevez une notification suite au passage de votre dossier à la CDAPH.
On va passer à la contestation de suite à au passage de la CDAPH. Alors, c'est le RAPO, c'est le recours administratif préalable obligatoire. Si votre dossier peut être réétudié dans les 2 mois. Donc, vous allez contester. Alors, il y a cette partie un petit peu recours à l'amiable avec l'équipe de la MDPH. Voilà, vous allez transmettre pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous avez des documents supplémentaires, des éléments supplémentaires à apporter? Comme ça fait quelques mois, souvent 4 à 6 mois, peut-être qu'il y a des choses à transmettre. Il y a des choses qui ont changé, il y a peut-être eu un diagnostic, quelque chose, les éléments ont changé, vous avez un petit peu plus de choses, vous pouvez leur envoyer. Vous pouvez également faire un recours au contentieux, au tribunal, mais vous pouvez même faire les 2 en fait, parce qu'au niveau du temps, c'est vrai que ça repassera en CDAPH dans l'année, et puis ensuite, le recours en contentieux au tribunal, c'est dans les 2 ans. Donc, vous pouvez faire les 2. Donc, vous pouvez faire les démarches en même temps. Vous pouvez vous faire accompagner dans vos démarches par, alors je pensais à une association que vous pouvez solliciter qui s'appelle France Asso Santé. France Asso Santé, c'est un service gratuit. Ils répondent au téléphone de 14h à 19h, ou alors sinon, ils aiment bien privilégier les mails. Ils ont un formulaire en ligne sur leur site. C'est des juristes, donc ils donnent des informations sur les droits des personnes qui sont concernées par le handicap et la maladie rare, parce qu'ils connaissent bien la maladie rare aussi. Face à un conflit, par exemple, avec le service public, la sécurité sociale, le MDPH, la banque, enfin tout ça, tant que le litige concerne une personne handicapée, ils vous répondront et c'est gratuit. Donc France Asso Santé, je pense que c'est vraiment une association sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez faire appel aussi aux défenseurs des droits du handicap en région, pour avoir un avis, pour avoir un conseil par rapport à ce recours. Souvent, on nous demande j'ai besoin d'un avocat, et il y a beaucoup de personnes qui font appel à un avocat. Moi, je pense que il n'y a que la personne malade qui peut défendre au mieux sa situation. C'est elle qui la connaît le mieux. Donc, c'est vraiment pas à privilégier cette piste d'un avocat. Voilà. Après, ça peut rassurer, ça, on le comprend tout à fait. Voilà, donc j'ai fini sur cette présentation, bien remplir son dossier MDPH. Donc, c'est à vous de jouer. Je vous remercie de votre attention.